Mesdames, Messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir deux invités qui ont la possibilité de vous faire écouter pour comprendre. Vous êtes dans cette émission, écoutez pour comprendre, et vous avez bien raison. Ne décrochez pas l'antenne. Là, nous recevons la SME, la direction de la SME. Nous avons là M. Roland Katimel, le directeur. Bonsoir M. Grabin, bonsoir Bonsoir et merci d'être présent. Merci à Zouk TV. Et M. Patrice Tournama, le sous-directeur de la SME. Bonsoir M. Grabin, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. Messieurs, nous venons de passer le dernier niveau. Tout le monde a eu peur, sécheresse, carême et obado. Et là, on a constaté que finalement, vous avez fait le job. Quelle a été la magie? M. Katimel. Allez, je me lance. Eh bien, effectivement, depuis 3 ans, depuis la grande sécheresse de 2020, où la Martinique a beaucoup souffert par les manques d'eau, les collectivités et les opérateurs ont retroussé les manches. Et fin 2020, la SME a lancé son plan d'action contre les sécheresses futures, conjointement avec les agglomérations qui nous emploient, c'est-à-dire Cap Nord et l'Espace Sud. Nous travaillons pour le compte des agglomérations de communes. Et ce plan d'action a été intense. Nous avons renforcé nos moyens et nous nous sommes attaqués à 4 domaines qui étaient un petit peu à améliorer. D'abord, faire face aux pénuries d'eau quand elle vient à manquer dans la nature, pendant les saisons de carême. Deuxièmement, chercher à mettre plus d'eau dans les tuyaux. Enfin, quand on a de l'eau, la garder dans les tuyaux, la conserver dans les tuyaux. Et le dernier point qui était un peu déficient, c'est communiquer en temps réel quand on est en crise sécheresse. Garder l'eau dans les tuyaux. Vaste débat. M. Bounama. Alors, je voudrais déjà, avant tout, apporter une information, c'est qu'aujourd'hui, l'arrêté sécheresse est terminé. Nous ne sommes plus en restriction. Donc, nous retrouvons un usage normal de l'eau. Et c'est la porte maintenant à l'ouverture de la saison cyclonique. Mais avant de parler de saison cyclonique, c'est vrai que nous avons pu traverser cette période de sécheresse, dite carême, dans le pays, sans trop de remous. C'est-à-dire sans trop de remous, pourquoi ? Parce qu'il a fallu quand même une observation pointue. Il a fallu quand même augmenter, accroître tout ce qui est contrôle, tout ce qui est surveillance, tout ce qui est télécontrôle, et puis mobiliser des équipes renforcées afin de s'assurer que l'eau soit distribuée au robinet. Donc bien entendu, c'est tout un plan qui a été déployé en plusieurs phases et sur les 4 domaines que vient d'énumérer Roland Katimel. Mais si je vous suis, la première des choses, c'est que nous allons rentrer dans la période cyclonique, qui a déjà eu, par rapport au réchauffement climatique, on a déjà un changement. Il faudra changer la loi, puisque normalement, c'est à partir du 13 juillet jusqu'au 30 novembre qu'on a la période cyclonique. Et le fait que vous ayez fait toutes ces choses, ça va en contradiction avec mes vers de terre. Elles ne sont plus alimentées. Ils ne sont plus alimentés. Comment ça se passe? Vu le nombre de fuites que vous avez, c'était mes vers de terre qui ont tiré profit. Alors, depuis 2020, nous avons constaté que nous sommes à peu près autour de 6000 fuites à l'année. Ce sont des sortes de grandeurs que nous n'atteignions pas dans le passé. Ça montre bien qu'il y a eu beaucoup de casses, de pertes d'eau, de fuites d'eau après la sécheresse de 2020. Et nous vivrons encore ces conséquences. Nos derniers chiffres nous montrent que nous sommes encore à un niveau de fuite autour des 6000 à l'année. Je ne sais pas si nos amis qui nous regardent peuvent comprendre quand nous disons 6000 fuites, ça a l'air d'être un chiffre, mais sachez que ça veut dire que sur les 365 jours de l'année, c'est autant de fois où nous sommes déplacés pour aller réparer, mobiliser des engins, mobiliser des équipes, mettre des moyens sur le terrain et renouveler, réparer, ajuster, déplacer, contacter les collectivités, s'accorder, avoir des autorisations
c'est vraiment un travail au quotidien de mobilisation sans lâcher. Mais là, ce sont des fuites repérées. Alors les deux, il y a des fuites que nous recherchons, parce que nous avons des équipes de recherche de fuites avec des moyens technologiques de corrélation acoustique sur les tuyaux. Et sinon, ce sont des fuites signalées par les habitants, par les élus, par ceux qui occupent l'espace public et qui nous le signalent. Alors peut-être on peut rappeler le circuit de l'eau pour ceux qui découvriraient. En Martinique, nous allons capter essentiellement l'eau des rivières, qui à 95% sert à la potabilisation de l'eau potable, qui ensuite est délivrée jusqu'au robinet des usagers, en passant par les canalisations, le réseau de tuyaux. Et c'est sur ces tuyaux que les fuites peuvent se produire. Un tuyau n'est jamais complètement étanche. Nous y travaillons en permanence pour arriver à détecter les fuites et à les réparer. Alors, concernant justement la question de fuite, vous vous arrêtez avant compteur ou jusqu'au robinet? Alors, en fait, nous nous arrêtons à la limite de propriété, domaine public. Donc, après compteur, c'est du ressort de l'abonné. L'usager, l'abonné, ils sont responsables de leur canalisation interne. Donc, nous nous assurons de détecter et réparer toutes les fuites qu'il y a en amont. Alors, s'il y a une surconsommation chez le consommateur, il a détecté qu'il surconsomme. Il vous le signale, comment ça se passe? Alors, lorsqu'il y a une surconsommation chez l'abonné, lorsque nous le détectons, puisque nos releveurs passent, ils relèvent les consommations, ils vont analyser, et ensuite, lorsque la consommation dépasse les normes de l'abonné, un courrier lui est envoyé pour l'en informer. Ce courrier lui précise que sa consommation est anormalement élevée, qu'il faut à tout prix qu'il fasse contrôler par un plombier de son choix, quelqu'un d'agréé, qui va venir chez lui et puis détecter cette fuite. Une fois détectée, il va la réparer et ensuite il peut se rapprocher de nous afin de bénéficier du dispositif loi Warsmann, qui lui permettra d'avoir un dégrèvement selon le cadre légal. Et ça peut aller jusqu'à quoi? Alors, la loi Warsmann se calcule comment? On va regarder les précédentes années, la moyenne, et on va prendre le double de cette moyenne de consommation, et on va dégréver tout le volume complémentaire. Et on lui laissera en facturation que ce calcul loi Warsmann. Donc ça permet de réduire l'impact de la fuite sur la facture. Autre phénomène, M. Katimel. Oui. Là, actuellement, il pleut. Fortement. Nos rivières commencent à manifester leur mécontentement et la turbidité n'est pas bonne. Et assez souvent, on n'a pas eu d'eau. Comment ça se passe? De quoi ça provient? Eh bien, justement, comme nous captons l'eau à potabiliser par des usines dans les rivières, quand la pluie est forte, les rivières montent en turbidité, donc les boues, les matières végétales qui sont charriées. Et quand la turbidité est trop forte, les usines ne peuvent pas la traiter. Quand elle monte normalement un petit peu, les usines sont là pour ça. Mais quand la turbidité est trop forte, l'usine ne sait pas traiter ce genre de forte présence de forte matière en suspension. Et donc l'usine s'arrête. Alors il y a plusieurs causes à l'arrêt. Soit c'est automatique parce que nos capteurs installés dans l'usine le détectent pour protéger le traitement. Ça dure quelques heures, le temps que la turbidité de la rivière passe le bouchon, puis après ça redescend. Et sinon, il peut y avoir aussi, sur le captage même, dans le lit de la rivière, on a des grilles en travers qui servent à capter l'eau qui passe à travers les grilles pour aller à l'usine. Et ces grilles de captage peuvent se colmater par les feuilles, notamment les feuilles des arbres. Donc il faut aller dégriller. On a des agents qui sont habilités, équipés avec un fil de sécurité, un câble, etc. Et le matériel adéquat pour aller dégriller les grilles de captage au milieu de la rivière. Alors bien sûr, quand il y a beaucoup de courant, c'est interdit d'y aller. Donc quand ça vient à se colmater en plein milieu de la rivière, on attend que la rivière redescende. Que la rivière se calme. Se calme. Voilà. Mais entre-temps, le consommateur, lui, il vous vide vos réservoirs. Alors voilà, il y a des réservoirs qui sont quand même assez nombreux. Nous gérons 233 réservoirs pour le compte des collectivités sur
Cap Nord et l'Espace Sud. Pour autant, nous n'avons pas une capacité de réserve qui excède 10-12 heures. C'est-à-dire qu'on tient quelques heures, et puis au-delà de 10 heures, les réservoirs sont vides. Donc là, il faut quand même arriver à décolmater la grille et à redémarrer l'usine pendant ce temps-là. Et les événements qu'on a connus à Cajou, on a pu calmer la chose grâce au fait que la SARA a dû arrêter la consommation d'eau, parce que pour faire de l'essence, il faut une grosse consommation d'eau du robinet. Et depuis qu'ils ont mis leur unité de dessalement, toute cette eau est revenue sur Acajou, ce qui fait qu'on n'entend plus parler d'Acajou. Alors c'est important à noter que nous avons un réseau qui est complexe. La Martinique, c'est un territoire qui est très vallonné, donc ça nécessite beaucoup d'équipements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des stations de pompage, des réservoirs, donc il y a beaucoup de petits réservoirs. Hein. Pour moi, ce sont des petits, c'est 233 réservoirs sur tous les territoires. Et c'est 2300 km de réseau. Hein. C'est la distance entre la Martinique et Miami. Hein. Vous y allez en avion, c'est la distance. Donc, il y a beaucoup d'équipements nécessaires pour pouvoir apporter l'eau au robinet de l'usager. Et pourtant, cette capacité, hein, on ne tient pas une journée avec ces réserves-là. C'est important de, justement, ne pas laisser l'eau fuir, partir. C'est aussi important que les consommations soient mesurées. Et la SARA est le plus gros consommateur de la Martinique. Son process nécessite de l'eau et il lui fallait trouver une solution. Puisque en période de pénurie, il n'y a pas assez d'eau et, je vais dire, l'essentiel, c'est l'eau alimentaire. Donc, il a fallu qu'il développe des alternatives. C'est le cas. Aujourd'hui, on voit bien que cette eau est injectée dans les réseaux des usagers. Oui, et beaucoup de personnes, ils ne savent pas que pour faire de l'essence, il faut beaucoup d'eau. C'est vrai. Oui, l'eau que nous consommons. Alors, il y avait un choix à faire. Soit avoir de l'eau, soit avoir de l'essence. Et finalement, au beau milieu de la mer, ils se sont dit, bon, on peut dessaler. Et ils ont mis leur unité de dessalement. Et nous tenons à les remercier et à les saluer pour cet effort. Maintenant, je reviens toujours sur ce problème d'eau. Le mauvais temps que nous avons est à l'inverse de ce que vous subissez pendant le carême. À quel moment on est stabilisé? Alors, j'ai envie de dire que depuis 2020, on ne peut pas parler de stabilité. Hein. On voit bien que 2020, ça a été un premier semestre très chaud, sec, avec un carême sévère. Ensuite, deuxième partie, on a eu des pluies, hein, de fortes intempéries qui ont généré des casses majeures, hein, comme celle de Séguineau, Font-Saint-Jacques et puis Galion, à Trinité. On voit que 2021 également, donc, nous avons pu, avec les collectivités Espace Sud et Cap Nord, déployer davantage d'équipements, les mettre en service pour limiter les impacts des sécheresses, mais ça n'enlève rien aux caprices de la nature. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de pluie. On voit bien que les pluies sont concentrées sur des périodes courtes. Et en fait, ça génère de la turbidité. Au bout d'un moment, les usines s'arrêtent pour ne pas délivrer au robinet de l'usager, je veux dire, de la boue. Je simplifie les choses ainsi. Donc, les process sont paramétrés ainsi. À partir de certains niveaux, l'usine, elle s'arrête. Hein, et puis, c'est le réservoir qui va distribuer. Ensuite, les usines sont remises en route. Et nous veillons à ce que les réservoirs ne se vident pas. Donc, il y a des consignes internes, des manœuvres internes qui font que nous parvenons à jongler avec l'expérience et la connaissance des équipements pour pouvoir distribuer au mieux l'eau au robinet. Et vous avez, M. Katimel, des équipes d'astreinte? Oui, bien sûr, 24 heures sur 24. Nous sommes prêts à intervenir. Nous intervenons souvent puisque les fuites se déclarent régulièrement, 6000 fuites par an, donc ça fait beaucoup de fuites par semaine, notamment la nuit, le week-end, à Noël, le jour de l'an, enfin tout le temps. Donc nous avons 25 personnes d'astreinte en permanence, de tout niveau de l'entreprise, pour pouvoir intervenir avec parfois des sous-traitants en renfort quand il le faut. Notre but premier, c'est d'assurer la continuité de service.
Et donc c'est ce que nous faisons depuis la sécheresse de 2020. Depuis 3 ans, nous n'avons pas manqué d'eau pendant le carême du fait de la sécheresse. Donc grâce aux efforts et d'investissement des collectivités, des agglomérations, et aux efforts d'exploitation de l'opérateur SME, qui a donc renforcé ses équipes de recherche de fuite et de réparation de fuite. Tout ce réseau ne vous appartient pas. Non, le réseau, tout le patrimoine que nous gérons d'ailleurs appartient aux EPCI, aux communautés d'agglomération de communes. Donc en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est Cap Nord et l'Espace Sud. Ce sont elles les propriétaires, maîtres d'ouvrage, et c'est avec elles que la SME a signé un contrat d'entretien, d'exploitation du service, en délégation de service. Et donc ce sont elles qui décident de leur politique de développement du service de l'eau ou de l'assainissement, d'ailleurs c'est pareil, qui investissent, qui en fait nous pilotent et qui nous contrôlent. Et nous, opérateurs SME, nous assurons le service au quotidien, nous rendons l'eau en continuité potable, et puis nous facturons à l'usager sa consommation relevée au compteur de sa maison, de son appartement, 2 fois par an. Et puis nous reversons l'argent collecté pour ce qui nous concerne, donc ça rémunère notre service. Pour les investissements des agglomérations, on reverse leur part. On reverse aussi à la CTM qui subventionne et à l'État, notamment via la TVA et à l'octroi de mer. Voilà. Oui, M. Pounama. Tout ce réseau ne vous appartient pas et c'est vous qui fixez le prix? Alors non, justement, dans les rôles, la SME ne fixe pas de prix. Ce sont les EPCI, les collectivités, qui fixent et définissent un prix. Elles vont définir un service, le service de l'eau. Elles vont fixer un prix à travers un contrat, une négociation. Et nous, nous assurons le service et nous facturons. Donc, bien entendu, il faut rémunérer le travail qui est accompli. Donc, sur une facture, on a à peu près une 60aine de % qui reviennent à la SME et le reste est réparti sur les redevances des collectivités que sont Espace Sud Cap Nord, également de l'Office de l'eau, également de l'octroi de mer régional, et puis, bien entendu, l'État, à travers la TVA. Donc tout ce volet chiffres, ce n'est pas vous, c'est politique. Alors, nous collectons. Donc vous êtes des percepteurs. Vous collectez et vous Alors, reversez. on peut dire ça ainsi, c'est une Vous êtes image. exactement comme Voilà, les c'est ça. pompistes. C'est une image. Oui. Hein, quand on dit que nous sommes collecteurs. Donc, effectivement, nous percevons les sommes pour compte de tiers. Donc, effectivement, ces sommes perçues ne restent pas à la SME, mais une partie est reversée à qui de droit. Mais c'est vous qui avez en face de vous le client qui est furieux. C'est pas la CTM, c'est pas le PCI. Alors parfois le client est furieux, ça peut arriver, et on s'en excuse, on essaye de le rendre satisfait. Parfois il l'est très satisfait, il nous le dit aussi. En tout cas, c'est nous effectivement qui facturons l'eau et l'assainissement au client, à l'usager, et que c'est auprès de lui que nous collectons l'argent qui rémunère le service. Voilà. En termes social, ça c'est souvent le client il peut ne pas pouvoir payer la facture. Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que depuis 2018, il y a un décret qui permet d'accompagner. Donc, nous appliquons ce décret. Ce décret est mentionné sur les factures, la première relance, quand on voit que le client n'a pas payé sa facture, mais on lui rappelle que ce décret existe. Et puis, nous avons des dispositions qui sont prises et des moyens de paiement pour aider l'usager. Bon, dans ces dispositions, on peut en citer quelques-unes. Dans ces moyens de paiement également, par exemple, le client peut très bien mensualiser sa facture. Ça permet de l'étaler sur 10 mois, sur 12. Et puis, on a également le paiement en plusieurs fois sans frais, en 3 fois, 4 fois sans frais. On a également d'autres accords qui peuvent être pris, des échéanciers de paiement. Là, c'est du sur-mesure, sans compter les moyens classiques. Les moyens classiques qui sont mis à disposition. Donc, bien entendu, le client peut payer par téléphone, il peut payer en type chèque, bien entendu, sur borne de paiement, avec les moyens Internet également, sur des modules de paiement. Donc, en fait, nous essayons de trouver les moyens les plus sûrs, premièrement, mais également qui permettent... Le plus adapté au client. Voilà, le plus adapté au client. Il y a également le dispositif Zapay,
Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons une convention avec certains commerçants qui peuvent récupérer les paiements quand le client ne peut pas se déplacer non plus. Ça, c'est lorsqu'il a un paiement cash. Oui, tout à fait. Mais quand il est face à une situation, un accident de parcours, il vient vous voir, il se rapproche, voilà, vous avez un bureau, vous êtes à la discrétion. Tout à fait. Et à partir de là, vous convenez avec lui tout ce qu'il faut. Exact. Il se rapproche de nos services qui, à ce moment-là, vont étudier sa situation et lui proposer un accompagnement qui soit légal, bien entendu. Hein. Nous ne faisons rien en dehors du cadre légal. Hein. Et c'est dans ce sens qu'on a également des personnes, des personnels formés, adaptés à cet accompagnement-là. Et cette personne vient au siège, comment ça se passe? Tout à fait. Des rendez-vous leur sont donnés. Ils sont reçus dans un espace confidentiel. Et à ce moment-là, un échange est mis en place. Et nous faisons aussi la liaison auprès des CCAS. Parce que nous avons mis en place un réseau, un réseau avec les CCAS des communes qui nous ont été confiées. Et nous essayons justement d'être réactifs. Souvent, on entend parler de difficultés administratives. Mais non, notre objectif, c'est quand même de simplifier au maximum toutes ces démarches et puis faire en sorte que ça puisse aller vite. Et si vous avez un conseil à donner à certains, je dirais ceux qui ne dorment pas dans un congélateur, qui prennent 100 fois, n'attendez pas que les factures s'accumulent pour se rapprocher des services de la SME. La mensualisation, c'est bien aussi. Ça permet de prélever sur la consommation habituelle de son usage, tous les mois, une petite partie de la facture. Donc c'est quand même régulier et moins fort que de payer tous les 6 mois, par exemple. Oui, quand on paye tous les 6 mois, on paye... Tous les mois, un petit peu plus, un petit peu. Une autre solution aussi que nous avons déployée sur le contrat de Cap-Nord, l'agglomération de Cap-Nord, c'est de nous déplacer dans chaque mairie de l'agglomération pour pouvoir recevoir les usagers en proximité, expliquer le service de l'eau, la facture, répondre à leurs questions, donc en mairie. Mais ça, c'est au niveau général. Oui. C'est pas celui qui a un début de contentieux. Ah ben, c'est pareil, il vient aussi nous voir. Si tout le monde. Oui, oui. C'est une visite pour tout le monde. Pour tout le monde. Je reviens sur la question de consommation après compteur. Assez souvent, il est assez difficile de faire entendre et comprendre qu'il y a une fuite qui peut être au WC, qu'il faut détecter, faire détecter par un plombier pour venir jusqu'à vous. Et est-ce que dans vos services, vous avez de temps en temps une politique mise à cet égard? Alors, en fait, nous portons de l'information à l'usager à travers plusieurs dispositions. Nous participons au salon, le dernier salon qui a eu lieu à Valora. Nos équipes étaient sur place pour pouvoir répondre à toutes les questions des usagers. Maintenant, sur la question de la fuite, un usager n'est pas un spécialiste du domaine de l'eau. Donc, nous comprenons qu'il ne puisse pas savoir ni comprendre. Et c'est pour ça que nous essayons au mieux de leur apporter toutes les informations qu'il faut, de leur apporter cette compréhension, savoir comment on utilise un compteur, c'est quoi un compteur, comment on peut lire sa consommation sur un compteur, avoir des réflexes quand on part en vacances pendant longtemps, par exemple, comme fermer le robinet au niveau du compteur. Donc, nous essayons d'accompagner les usagers, pas seulement sur les éco-gestes, à savoir de consommation, mais aussi sur des gestes pratiques. Maintenant, une fuite, elle n'est pas toujours facilement détectable. Et c'est pour ça que la loi Warsmann existe. C'est pour pouvoir encadrer la question de la fuite et de son paiement. Donc la SME s'y conforme. Et surtout lorsque le diagnostic est fait par un plombier du dimanche. Alors, c'est pour ça que la loi est très claire à ce niveau-là. Elle précise que c'est un professionnel. Ce n'est pas un plombier du dimanche qui doit intervenir. C'est un professionnel qui aura une garantie. Il engage sa garantie. Si le travail est mal fait, le client peut très bien le rappeler et demander de venir l'achever. Et d'ailleurs, les services de la SME demanderont l'attestation, la preuve de réparation pour pouvoir bénéficier du dispositif Warsmann. Et sinon, pour détecter une fuite qui n'est pas visible dans une maison, c'est la nuit. Il faut aller voir le compteur d'eau
relever les index, notamment le plus petit en rouge. Là. Et puis s'il se met à tourner pendant la nuit alors qu'on ne consomme pas, qu'on ne tire pas la chasse, qu'il n'y a pas d'usage, et que le lendemain matin il a un peu bougé, c'est là qu'on voit qu'il y a une fuite. À ce moment-là, il faut la chercher. Il faut la chercher. Là, on est à l'eau de robinet. Vous faites aussi l'assainissement. Oui. C'est un vaste problème. Et ceux qui sont raccordés, ceux qui ne le sont pas. Alors, comment ça se passe dans votre réseau? Sur la Martinique, il y a 40% des abonnés usagers qui sont raccordés au réseau public d'assainissement, qu'on appelle le réseau collectif. Donc 60% environ qui sont raccordés à leur fosse septique individuelle. Le service d'assainissement individuel nécessite encore d'être amélioré en Martinique. Il est plus ou moins maîtrisé, mais c'est quand même quelque chose qui pollue pas mal l'environnement quand les fosses sont pleines. Elles se mettent à déborder. Ou mal entretenues. Ou mal entretenues aussi. Donc nous, on s'intéresse uniquement par le contrat avec l'Espace Sud et avec Cap Nord au service collectif, le réseau de collecte collectif. Donc 40% des usagers. Et là, c'est pareil. Les eaux usées, donc les égouts, sont collectés en sortie des maisons, des appartements, par des tuyaux. Et ensuite, ce circuit va jusqu'à une station d'épuration. Parfois, souvent, il faut passer les mornes et les collines et les vallons. Donc, il faut des postes de relèvement, des pompes qui permettent de remonter les eaux usées et ensuite elles redescendent par gravité. Et donc, tout ça, c'est beaucoup d'équipements et beaucoup de kilomètres pour arriver jusqu'aux stations d'épuration. Et là, les stations d'épuration, ce sont des stations de traitement. Ce n'est pas les mêmes que les usines d'eau potable dont on parlait tout à l'heure, où là, on rendait l'eau de rivière potable à la déconsommation humaine. Là, il s'agit des stations d'épuration. On ne rend pas l'eau potable. L'eau usée, on la nettoie, on l'épure, notamment par un procédé bactérien. Elle devient propre, mais pas potable. Elle est propre pour être ensuite rendue au milieu naturel, aux rivières ou à la mer. Oui, dans ce volet, M. Bounama, assez souvent, vous avez des pirates qui viennent connecter la descente d'eau pluviale sur le réseau. Tout à fait. Alors, comment vous faites pour le savoir? Alors, nous effectuons des enquêtes. Je prends l'exemple du Sud, où chaque année, c'est en moyenne 500 enquêtes qui sont réalisées pour vérifier s'il n'y a pas justement de raccords pirates. Le problème des raccords pirates, c'est quoi? C'est que toutes les eaux de pluie vont être acheminées dans les eaux de traitement des eaux usées. Ce ne sont pas les mêmes eaux et ça va venir perturber le bon fonctionnement de la station d'épuration. Donc, nos équipes se déplacent, viennent au domicile et utilisent de la fluorescine. C'est quoi? C'est un colorant qu'on va injecter dans le réseau. On va voir si, justement, on le retrouve de la toiture jusqu'aux canalisations. Ou bien, on va utiliser d'autres méthodes, des tests à fumée ou autres, pour pouvoir détecter les passages pirates. Donc, test à la fumée, vous enfumez la canalisation. Oui, tout à fait. Et vous regardez si le trou. Tout à fait. Donc il y a plusieurs méthodes. Et l'objectif pour nous, c'est effectivement de détecter. Donc à ce moment-là, la personne a un délai pour pouvoir mettre en conformité son réseau. Et puis bien entendu, ces personnes sont signalées à l'autorité délégante, qu'est le PCI, soit l'Espace Sud, soit le Cap Nord. Et vous faites la vérification des plages? Alors, nous n'avons pas cette activité dans nos contrats de délégation. Cependant, la SME a développé un service, justement, sur les eaux de baignade. Donc, nous proposons aux collectivités d'analyser ces eaux de baignade, de leur faire une analyse, de remettre un rapport sur lequel on va faire des préconisations. Des préconisations qui vont jusqu'à quels investissements faire pour pouvoir réduire ces risques de pollution. Vous avez un profil qui est tracé. Comment? Vous avez un profil qui est tracé. Oui, tout à fait. Exact. Oui. Et tout ça est compté. Alors, tout ça, c'est une prestation, comme je disais, qui ne fait pas partie de l'activité de la délégation de services publics. Alors, bien entendu, c'est facturé à la collectivité en fonction de sa commande. Mais nous ne portons pas l'investissement et une fois que le rapport a été remis, charge à la collectivité de déployer sur le plan d'action et de mettre en conformité les installations. M. Katimel, nous entrons dans la période cyclonique.
il y aura de la casse. Est-ce que vous êtes prêts? Mais on s'efforce d'être prêt, puisque on a des procédures déjà éprouvées, une grande expérience. Nos équipes sont très expérimentées en la matière. Depuis des décennies que la SME existe, on en a vu passer quelques-uns. Bien entendu, ces épisodes cycloniques sont toujours très éprouvants. On espère qu'il n'y en aura pas de violents. Mais par exemple, la tempête qui est passée Brett la semaine dernière, ça a été un bon entraînement pour nous, puisque elle est passée le jeudi, dans l'après-midi, le soir. Et nous, dès le mercredi matin, l'alerte avait été donnée par la préfecture. Donc nous avons lancé notre cellule de crise. On a des équipes qui se réunissent en cellule de crise autour de la direction. Et on révise l'ensemble des besoins qui pourraient être mis en œuvre si jamais c'était un vrai cyclone, avec ensuite des destructions sur plusieurs jours ou semaines. Donc on fait le point avant que l'épisode n'arrive, on fait le point des niveaux de réactifs dans les usines, on fait le point des niveaux de carburant dans les véhicules, dans les cuves pour pouvoir ensuite fonctionner les groupes électrogènes, on révise tous les outillages, tous les matériels de sécurité. Donc pendant 2 jours, on a fait ça. Et on essaye aussi de mobiliser nos équipes qui sont d'astreinte ce jour-là et d'aller chercher des renforts éventuels pour le lendemain ou le surlendemain. Donc on se prépare. Et là, en l'occurrence, sur les 2 jours de passage de la tempête, on s'est réunis 6 fois en cellule de crise, en lien avec la préfecture toujours. Et quand l'épisode passe, on se fait tout petit, on respecte les consignes, on reste à l'abri. Et le lendemain, ou juste après, quand on peut ressortir, on va réparer ce qu'il faut réparer. Donc là, le vendredi matin, on a constaté les dégâts. Ils étaient relativement limités sur les services de l'eau et de l'assainissement. C'était plutôt des problèmes électriques qui ont été ensuite réparés par EDF sur 2-3 jours. Et nous, on a eu quelques défauts et quelques casses qu'on a réparées encore le samedi jusqu'au dimanche. Puis voilà, depuis ça c'est... Et vous faites appel à EDF? En fait, toutes les usines que nous exploitons, que nous faisons tourner pour pomper l'eau, traiter l'eau potable ou l'eau usée, fonctionnent à l'énergie EDF électrique. Donc on a besoin d'eux. Donc vous avez besoin de courant électrique pour tout ce qui est surpression, pompe et compagnie. Exactement. Tout à fait. Ce qu'on appelle les machines. Ouais. Toute la machinerie. Enfin, en tout cas, la SME a fait sa démonstration de puissance de frappe à Séguino. C'était 2007, il me semble. 2009. 2009. 2007, cyclone Dean. Oui. 2009, intempéries qui ont généré Non, la rupture. 2007, Dean, c'était les grosses casses qu'on a eues au secteur La Matin et compagnie. Tout à fait. Et là, vous avez pu faire venir chez nous, très rapidement, tout ce qu'il fallait comme équipement pour pouvoir réparer Séguino. Enfin, réparer provisoirement la casse de Séguino. Et ça, c'était un grand exploit. Oui. C'est vrai que c'est dans notre ADN, on est là pour ça, c'est-à-dire qu'on doit réparer le plus vite possible. Et pour cela, comme nous sommes sur une île, on a besoin de stock. Donc on a un stock de pièces de réparation, tuyaux ou pompes, machines, très important. Et ça nous permet de pouvoir réparer. Par exemple, je me souviens, j'avais été assez heureux de notre réactivité quand le poste de relèvement des eaux usées des 3 îlets, qui avait été incendié là, il y a 2 mois, environ 2-3 mois, c'était un dimanche, eh bien, on a pu le réparer en 48 heures. C'est-à-dire qu'il était complètement brûlé. On a dû remonter une armoire électrique, changer les pompes, remettre des tuyaux, des vannes, etc. Donc nos équipes étaient mobilisées et on avait le stock nécessaire, suffisant, pour pouvoir réparer en moins de 48 heures ce poste, qui sinon aurait vraiment pollué la plage et la mer. Tout à fait. Et à Dean, je me souviens, il y a eu de nombreuses casses. Tout à fait. Du nord au sud. Tout à fait. Et de grosses casses. En espérant qu'on n'aura pas à revivre cela. Espérer, oui. Tout à fait. C'est vrai que c'était un cyclone qui était impressionnant, qui a laissé beaucoup de traces. Pour le moment, il n'y en a pas eu d'autres de ce type sur la Martinique et nous souhaitons qu'il n'y en ait pas d'autres non plus. Ceci étant dit, nous nous sommes quand même préparés à améliorer les procédures, les équipements aussi, et nous essayons en se préparant au mieux, limiter l'impact lors du passage d'un phénomène de ce type-là. L'après-passage. L'après-passage. Parce que des fois, vous intervenez pendant.
quand ça devient trop dangereux Tout le réseau. tout dépend du niveau d'alerte. Hein. Si on est en alerte, on va dire violette, on n'enverra pas nos agents. Au contraire, nous comptons préserver les personnes. Donc, non, en alerte violette, personne ne bouge. C'est la consigne qui est donnée. Par contre, si on est en alerte orange, s'il y a une urgence, on peut encore intervenir. Mais une fois qu'on passe en rouge puis violet... rouge, on rentre chez soi, et violet, on attend. On attend que ça se calme. Tout à fait. Ça, vous avez tout préparé. On a quand même une équipe qui est là, que nous profitons. Il faut les saluer. Ceux qui nous regardent, là, ils nous écoutent. Il y a beaucoup d'anciens. Oui. Tout à fait. Et des anciens avec qui on a eu l'occasion de travailler parce que le réseau, le plan de recollement n'étant pas fait, sans ces anciens-là, on ne savait pas où se trouvaient les tuyaux. Exact. Ça, c'est aussi notre performance de la SME. Oui, c'est vrai. C'est plusieurs générations qui se succèdent depuis 46 ans à la SME. D'ailleurs, je salue tous ceux qui nous regardent, les retraités que nous voyons régulièrement, puisqu'on fait une réunion par an, donc ils sont invités. Et puis tous les salariés qui, anciens et jeunes, reprennent le flambeau. Et grâce à eux, le service de l'eau et de l'assainissement en Martinique est de bonne qualité, globalement. Tout à fait. En fait, c'est un métier. C'est un métier. 46 ans, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'efface pas de trait. Et ça, beaucoup de personnes, des fois, ont tendance à vous envoyer des tonnes et des tonnes de cailloux, singulièrement sur les réseaux sociaux, mais sans savoir de quoi on parle. C'est vrai, cependant, nous constatons surtout une amélioration de la relation. Et nous avons des usagers aussi que nous saluons, qui n'hésitent pas à nous envoyer des petits messages d'encouragement et qui reconnaissent la réactivité des services. Alors, tout n'est pas parfait, mais nous faisons au mieux pour améliorer le service au quotidien. En fait, quand on est dans ce genre de métier, il faut être Stéphane. Tout à fait. Pour que rien ne puisse s'accrocher sur vous. Autrement, on est complètement mort. Oui, et puis savoir bien aussi le rôle que nous jouons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les décideurs, nous ne sommes pas les propriétaires, nous sommes des opérateurs au service des collectivités qui nous emploient et, in fine, des usagers qui attendent le service de l'eau et de l'assainissement. Ça se passe comment, la mise à niveau? Il y a de la formation permanente, comment ça se passe? Alors, la SME appartient au groupe Suez et c'est une opportunité et elle bénéficie de toute la technologie et l'expertise de ce groupe. Et donc, en permanence, nous pouvons solliciter des expertises sur des sujets précis, complémentaires, ou encore mettre en place des formations rapidement et de très bon niveau. Alors, ça permet effectivement d'enrichir au fil des ans les connaissances et les compétences des agents. Et vous avez souvent des programmes Chaque de année, formation? Chaque année, on a des année. plans de formation. On consacre de l'ordre de 4 à 5% de notre masse salariale en budget de formation, ce qui est bien. Et chaque année, soit ce sont des formations locales, soit les agents partent en Hexagone, soit c'est Suez qui vient ici pour, avec ses experts, nous former, nous faire des rappels, etc. Peut-on dire au niveau local que vous faites partie des plus grosses entreprises de l'île? Vous embauchez combien de personnes? Alors aujourd'hui, l'entreprise représente, j'arrondis à 250 salariés. Donc c'est déjà une grosse masse salariale. Certes, cependant, j'aime bien parler du produit, du service que nous rendons, qui est un produit essentiel. L'eau, c'est la vie. Donc, ne serait-ce que par rapport à ce produit qui est essentiel, pour nous, la SME est une entreprise fondamentale dans l'écosystème martiniquais. Et aujourd'hui, c'est important pour nous de transmettre également à tous les nouveaux qui arrivent. Nous leur parlons, ils sont reçus, ils sont accueillis. Dans le cadre de cet accueil, nous leur parlons de cet enjeu, de l'eau, de nos valeurs, et particulièrement de ce slogan qui nous est cher, de l'eau c'est la vie. Et dans cette affaire, au niveau du téléspectateur qui nous regarde, écoutez pour comprendre, assez souvent on a eu à intervenir lorsqu'on a des clients récalcitrants qui agressent vos salariés et qui vous lâchent les chiens. Est-ce que ça a diminué ou est-ce que il y a une sagesse à ce niveau?
qui commencent à rentrer. Alors, ça c'était surtout avant. Hein. Il y a eu effectivement des anecdotes, hein, surtout au niveau des releveurs. Hein, Oui. Lorsqu'ils passaient pour la relève de compteur, ça arrivait des fois qu'ils soient agressés. On retrouve de moins en moins ce phénomène. Et puis aujourd'hui, nos agents sont équipés. Non, de moins en moins. De moins en moins. Aujourd'hui, disons que le client s'est assagi. On peut dire ça ainsi, le client s'est assagi. Heureusement. On essaye d'expliquer le métier, de l'écouter, de venir proche de l'usager, du client. C'est pas parfait, mais on essaye toujours de faire mieux. Mais nul n'est parfait. Mais ce que j'aime voir, c'est comment lorsqu'on est à l'accueil, on agresse la salariée qui est au guichet d'accueil. Et quand on voit passer un chef, on est tout gentil, tout mignon. Qu'est-ce qui produit ça? C'est classique, hein. C'est Vous avez le pouvoir. Le premier rempart, c'est difficile pour lui. C'est leur métier aussi, ils sont formés pour ça. Tout à fait. Après, quand la personne est déjà un peu plus calmée, qu'on appelle le chef, ça veut dire qu'il y a plus d'écoute, donc ça calme les gens. Oui, mais enfin, je tiens aussi à féliciter ces filles. J'ai eu l'occasion de voir ce type d'agression et d'intervenir pour dire attends, pourquoi tu dirais pas ça au chef, au directeur? Mais là, on a rénové depuis 3 ans tous nos accueils clientèle. Il y a peut-être aussi un problème d'ambiance ou de décor qui fait que parfois l'agressivité peut être là. On a rénové le bureau de Sainte-Marie il y a 2 ans. On a rénové l'année dernière ceux du Carbet et en fin 2022 ceux du Lamentin, notre siège. Donc venez nous voir à la SME, vous verrez, c'est très beau, très neuf, très moderne, sympathique. Donc depuis que vous avez mis ces différentes antennes, le client il n'est pas obligé de descendre la matin. Alors, en fait, nous avons surtout développé les moyens, la relation à distance. Et effectivement, le client n'est plus obligé de venir, comme à l'époque. Aujourd'hui, il peut très bien traiter les 3/4 des questions à distance, que ce soit par téléphone ou par moyen numérique, quoi. Moyen numérique, c'est-à-dire site internet ou encore il y a des Facebook dédiés au territoire nord, au territoire sud. Il peut très bien s'exprimer, faire une alerte, informer. Il y a aussi une application Omijo qui lui permet de signaler une fuite. C'est remonté à notre tour de contrôle, l'agence Visio, qui va traiter cette demande et planifier en envoyant un agent de terrain. Donc, nous avons effectivement développé la relation à distance. On a développé la relation de proximité, également la relation à distance. Donc, ces 2 modes sont développés en parallèle. La relation à distance. Nous avons encore dans notre sociologie du monde qui vous dit je préfère voir M. Bonama, M. Katimel, pour expliquer pourquoi je ne peux pas payer, pourquoi j'ai trop de... Plutôt de se mettre devant une machine et puis Bien sûr. Tout à fait. ne pas pouvoir dialoguer avec parce que ce volet machine a déshumanisé. Tout à fait. On y fait attention, on est très concerné par cela et c'est pour ça qu'on garde nos accueils ouverts et qu'on n'a pas diminué du tout les plages horaires. On est là pour accueillir les gens. Disons que le standard de la SME n'a pas été touché par le Covid, ou dans beaucoup de services, les gens ont peur d'avoir le Covid par téléphone, refusent de répondre. Donc on peut encore vous joindre, on peut encore discuter avec vous, parce que vous avez plusieurs antennes où on peut... Tout à fait. Bien sûr. Donc le standard n'a pas été touché par le Covid, donc bien entendu les gens peuvent appeler, et surtout les accueils restent ouverts. Et puis en plus, nous allons au plus proche des clients, comme nous l'avons dit précédemment, à savoir en commune. Il y a des jours qui sont signalés. En mairie, nous allons à la rencontre des usagers qui peuvent nous poser toutes sortes de questions, nous présenter toutes sortes de sujets. Nos agents sont formés et peuvent y répondre. Alors pour être honnête, depuis 2021-2022, on a eu des soucis un petit peu d'encombrement sur la plateforme téléphonique, où les gens nous disaient on ne peut pas vous joindre suffisamment. Il y avait quand même beaucoup d'échecs, malgré nos renforts de personnel, malgré nos efforts. Donc on est enfin arrivé, là, en 2023, à remonter le taux de décroché à un excellent niveau, ce qui fait que normalement, les gens qui nous entendent, là, devraient ne plus dire qu'ils attendent au téléphone quand ils appellent la SME. Normalement, on n'a plus d'attente, plus beaucoup d'attente, presque plus.
Pour vous joindre, là, à SME, c'est quel numéro? Alors, c'est le numéro clientèle qui est disponible sur les factures, sur tous nos supports. Alors, c'est le 09 69 32 97 22. Donc, les usagers peuvent vous appeler sur ce numéro, qui est le numéro de notre centrale d'appel, ce qu'on appelle le CRC, le Centre de Relations Clients. Et les téléconseillers vont répondre, vont orienter ou encore vont proposer d'envoyer un agent sur place quand c'est nécessaire. Vous dites le numéro? Alors, c'est le 09 69 32 97 22. C'est un fixe, ça. Alors, je le prends de mon mobile. Du mobile comme sur fixe, tout à fait. Si. Mobile comme sur fixe. Les clients peuvent nous joindre à ce numéro. Il est disponible, noté sur les factures, sur tous les supports de la SME. Et là, en face, on a une agréable personne qui dispatche. Tout à fait. On a une équipe de plusieurs personnes. On a 8 personnes qui sont dans un standard téléphonique avec les équipements modernes pour pouvoir décrocher, accueillir, expliquer et voire même aller consulter le compte du client s'il a des questions pour ensuite le satisfaire. Alors, il y a un dernier volet qu'il faut qu'on aborde. On s'est battu pendant longtemps pour ça, pour supprimer les engrais chimiques dans la production locale. C'est qu'aujourd'hui, vous produisez du compost. Oui. Alors, il y avait en Martinique une problématique qui était la suivante. Lors de la sortie de l'arrêté du préfet de l'époque, alors, ça concernait la décharge de la trompeuse. Tout le monde doit le connaître à peu près. Et l'arrêté d'usage de la décharge avait été publié de sorte que personne n'avait d'exutoire pour les bouts des stations d'épuration. La SME, voyant la chose arriver, avait investi avec l'aide de cofinanceurs pour une plateforme qui se trouve à Ducos, sur le territoire de Ducos. C'est du côté de Carrière. Du côté de Carrière, tout à fait. Où en fait, on va récupérer les bouts des stations d'épuration. Nous allons les mélanger à du bois de palette, à de la bagasse de canne, et selon un procédé, il en sortira un compost normé. Donc, c'est une valorisation de déchets qu'on appelle les bouts de station d'épuration. On part de la boue et on en fait du compost, qui est utilisé actuellement dans les champs de canne, dans les champs de bananes. Donc, bien entendu, c'est un compost qui est recommandé pour les cultures hors sol, recommandé sur l'IT2, l'Institut technique tropical. Parce que, pour que les gens comprennent bien, nos téléspectateurs comprennent bien, les stations d'épuration, quand elles épurent les effluents, les égouts des humains, les cacas, etc., elles digèrent cette matière, mais elles en stockent une partie qui devient un déchet. C'est-à-dire que l'eau est épurée, l'eau propre part à la rivière, mais il y a des boues qui sont formés, c'est-à-dire les sous-produits de cette épuration génèrent des boues qui tombent au fond de la station d'épuration et qui sont régulièrement extraites. Mais si ces boues-là, on ne sait pas quoi en faire, la station d'épuration, en quelques jours, elle est engorgée et elle s'arrête. Et là, on pollue vraiment l'environnement parce que l'épuration ne sera plus faite. Donc, il faut arriver à extraire des boues. Mais quand on extrait des boues tous les jours, ça fait des tonnes et des milliers de tonnes par an. Qu'est-ce qu'on en fait ? D'où cette solution que la SME a investie il y a maintenant 8 ans, qu'on appelle Terra Viva, qui nous permet de composter les boues et de les transformer d'un déchet en un produit d'engrais, d'amendement des sols. C'est une valorisation. Pour l'agriculture. On ne le vend pas à l'usager, c'est pour l'agriculture. M. Katimel, on arrive à la fin de l'émission. On vous a écouté, on vous a compris. C'est un domaine énorme, très vaste, l'eau. Donc c'est avec plaisir qu'on va vous réinviter pour qu'on puisse, si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Eh bien que nous sommes au service des EPCI, des collectivités de Martinique. Et des usagers donc, qui attendent le service public de l'eau potable rendu et le service de l'assainissement. Voilà la conclusion que je peux apporter aujourd'hui. Et M. Bonama, par rapport à notre pays. Mais c'est une occasion pour dire merci aux usagers aussi de
de nous accompagner, puisque à travers toutes leurs remarques, toutes leurs réactions, ça nous fait grandir. Et c'est une entreprise qui a quand même 46 ans. Et ces 46 années, c'est aussi 46 ans de confiance renouvelée à travers des contrats. Et nous sommes là, nous serons encore là demain pour pouvoir mieux servir l'usager. Donc, nous disons aussi merci à nos collectivités, à Espace Sud Cap Nord. Nous disons merci aussi à la CTM, puisque c'est en collaboration avec tous ces organismes, aussi l'Office de l'eau, que nous pouvons avancer pour une meilleure Martinique. Je dis meilleure Martinique, c'est-à-dire une eau potable et une eau usée dépolluée, remise au milieu naturel sans dégradation. Donc c'est vraiment pour nous un enjeu fondamental, l'eau, l'environnement. C'est pour nous aussi la santé, la qualité. Ce sont des sujets qui nous sont chers et la SME est encore là, il sera là pour pouvoir les porter haut. C'est un rapport de confiance et vous avez l'équipe qu'il faut. Nous avons l'équipe qu'il faut, nous avons les hommes, les femmes, nous avons les moyens, nous avons l'expérience. Et l'expérience ne s'achète pas. Oui. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de rocha dans le fromager. Pas jamais un monde niveau rocha dans le fromager. C'est toujours sur un manguier. Surtout là, c'est une bonne mangue. Là maintenant, on a un personnel qui a pris des coups. Beaucoup de coups. On vous a traîné dans la boue souvent. Ce sont des critiques qui vous ont servi. Et comme je disais dans l'émission, vous êtes quand même une équipe Tefal. Rien ne s'accroche au... Tout ce qui a été mis comme mépris, tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, nous sommes là pour témoigner qu'il y a eu un avancement qui est énorme et on n'a pas fini. Et c'est pourquoi nous disons aux gens, l'eau c'est un métier. C'est un métier. On a intérêt à faire tout ce qu'il faut pour permettre à nos jeunes de faire les études pour que demain ils puissent prendre la relève. Il y a beaucoup qui sont partis à la retraite, que nous saluons. Il y a des jeunes qui arrivent, ils vont pousser les autres et il faut au fur et à mesure que ce cycle continue à progresser et faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'écouter, comprendre qu'il y a urgence de tout mettre en œuvre pour qu'on ait une eau propre à la consommation humaine au bout du robinet et que tout ce que nous avons comme débat légitime autour de l'eau soit alimenté et qu'on ait toujours de l'eau au robinet. Merci encore et à très bientôt.